Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Choqués, les Bretons se sont unis aux Parisiens dans leur douleur après les attentats qui ont fait 132 morts ce vendredi 13 novembre dans la capitale. Dans cette édition, nous ferons le point sur les manifestations de solidarité qui ont émergé dans le Finistère au cours du week-end. Anne-Cécile Juillet, journaliste au Télégramme, bonjour. Bonjour. Alors vous avez rencontré les communautés musulmanes de Brest qui condamnent vivement ces actes terroristes. Vous nous en parlerez dans un instant. L'état d'urgence a été mis en place, mais qu'est-ce que ça implique pour les Finistériens? Réponse tout à l'heure avec le préfet du département. Et puis ce lundi, les écoles ont mis en place des temps de discussion avec les élèves. Sylvie Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la principale du collège Saint-Paul-Roux à Brest et vous nous raconterez cette journée d'échanges et d'explications avec les collégiens. Des enfants qui posent aussi beaucoup de questions à la maison. Mais alors comment leur parler de l'horreur des attentats? France Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Brest et vous nous donnerez quelques clés pour savoir comment répondre aux questions des plus jeunes. Mais tout de suite, on revient sur la minute de silence observée partout en France ce lundi midi, comme à Brest, à Concarneau, à Landerneau, au Relais-Quéruon, à Douarnenez, à Carré, à Loctudy ou encore à Morlaix, où ils étaient plusieurs centaines rassemblés sur la place de la mairie. Julie Sicot y était. Carré, Quimperlé, Pont-l'Abbé, Douarnenez, Quimper, Brest, du nord au sud, d'est en ouest, le Finistère s'est réfugié dans la musique de John Lennon ou dans le silence ce midi. Un hommage aux 129 victimes des attentats survenus à Paris ce vendredi. À Morlaix, sous le drapeau en berne, les élus ont formé le signe de la paix avec des bougies. La foule est restée muette. Au loin, le glas brisait fragilement ce silence de peine. Un rassemblement spontané, mais qui apparaissait comme vital pour les personnes présentes, alors que les mesures prises par l'état d'urgence appellent à éviter les mouvements de foule. Il n'y a eu aucun appel au rassemblement. Je pense que c'était beaucoup plus prudent, effectivement, et logique de respecter les consignes de la préfecture. Mais spontanément, des élèves sont venus, des lycéens, et c'était aussi important de partager cette minute de silence. De nombreux lycéens avaient quitté leur établissement pour se recueillir devant l'hôtel de ville, comme Margot et ses amis. Parce qu'on trouvait important d'être ici au lieu d'être en cours. Fallait qu'on montre tout notre soutien. Notre solidarité. D'autres sont venus après la minute de silence dans leur lycée. Ces 3 jeunes ont allumé des bougies et déposé ce dessin. J'ai peur de sortir, j'ai peur. Les professeurs, ils ont pris pas mal de temps pour pouvoir nous parler, nous répondre à pas mal de questions. Et même pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui les intéresse vraiment là-dedans. Des bougies, des fleurs, des mots, des gestes, pour tenter de soulager sa peine. Manuel, ému, prend quelques minutes pour se recueillir. Paris n'est pas si loin. Dans mon cœur, j'ai été blessé aussi. J'ai personne qui a été touché de mes proches, mais je suis comme beaucoup, on ne peut être insensible à ce genre d'actes. Sur le mur, des mots d'amour et de paix. Le deuil national, lui, se poursuit jusqu'à mardi. Et malgré les recommandations de la préfecture de ne pas manifester durant le week-end, plusieurs rassemblements spontanés ont eu lieu, comme à Brest et à Quimper, dès le lendemain des attentats. Christophe Boucher et Camille Pochet étaient sur place. Un millier de personnes chantent dans les rues de Quimper ce samedi à 16h. C'est le premier rassemblement important du week-end dans le Finistère, organisé en quelques heures pour rendre hommage aux victimes des attentats de ce vendredi soir à Paris. On m'a proposé spontanément de faire un rassemblement cet après-midi, tout de suite, pour que les émotions qui sont très lourdes à gérer depuis cette nuit puissent se rassembler autour de chants sans discours. L'objectif, honorer la mémoire des victimes des attentats de Paris, se rassembler et repousser la peur. C'est un moment où il faut qu'on soit là, il faut qu'on montre qu'on n'a pas peur, qu'on est... Surtout la jeunesse, quoi, c'est important. Mais nous voulons montrer à ces terroristes que nous sommes présents. Nous sommes peut-être blessés, mais unis nous serons toujours plus forts et que nous lutterons contre ce genre d'actes de barbarie. C'est nous qui devons maintenant porter les valeurs aussi de la France et qu'on a été tous touchés. Moi j'avais des amis qui étaient à un concert. On a besoin de se retrouver autour des valeurs qu'on partage et de se dire qu'on y croit et qu'on va les porter encore plus loin. Aujourd'hui, il y a dans le monde un combat entre les barbares et les démocrates.
ce n'est pas un combat entre des religions ou des civilisations, non, c'est un combat de la barbarie contre la démocratie. À Brest aussi, ils étaient nombreux à se rassembler ce dimanche à 11h, place de la Liberté. Environ 2500 personnes se sont retrouvées pour chanter et rendre hommage aux victimes ainsi qu'à leurs familles. Je suis venu pour la République parce que je suis républicain et c'est important par émotion aussi pour agir directement aux attaques parce que, et aussi pour être parmi mes concitoyens parce que l'important c'est qu'on soit le plus unis possible et voilà. Montrer que Brest se mobilise et qu'on est là et qu'on pense à eux et qu'il n'y ait pas de haine derrière et pas de réaction, d'amalgame. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La Ligue des droits de l'homme organisait les 2 rassemblements et elle a pris l'initiative de faire chanter la foule pour rassembler. La chanson rassemble, la chanson unit, la chanson, elle donne ce sentiment de solidarité et d'humanité. Dans le Finistère, ce dimanche, ils étaient aussi 1 millier à se rassembler à Quimperlé, 500 à Pont-l'Abbé et 300 à Douarnenez. Alors, les témoignages de soutien et d'indignation ont été nombreux depuis ces attentats revendiqués par le groupe État islamique. Du côté de la communauté musulmane, on s'indigne contre l'horreur de ces actes perpétrés au nom de la religion. Anne-Cécile Juillet, vous avez rencontré Slimane Eraeg, c'est le directeur du Centre culturel musulman de Brest. Quels étaient ces mots? Ces mots ont été surtout immédiats. C'est-à-dire dès samedi matin, la première des choses qu'il ait faites, je pense, quand il m'a raconté ça, quand il est arrivé à la mosquée très tôt, la première prière était à 7h du matin, immédiatement, déjà, il a rencontré de ses fidèles qui étaient là et qui ne parlaient que de ça. Et qui avaient passé la même nuit que beaucoup de Français, je suppose, sur les chaînes d'information en continu, à ne pouvoir faire que constater l'horreur. Et dès qu'il a pu, il a communiqué, il nous a contactés pour faire savoir son immédiate, totale, profonde consternation et la condamnation de ces actes. Je pense que c'était même encore plus profond et plus puissant qu'après Charlie, dans le sens où il y a eu cet effet d'accumulation. Et puis là, voilà, des musulmans ont été visés, des non-musulmans ont été visés. Enfin voilà, c'est l'horreur dans tout ce qu'il y avait de plus absolu, qu'il voulait fermement, vraiment, avec une vraie sincérité, condamner. Et alors, il a eu des soutiens, des messages de soutien. Alors, très ce qui était vite. très intéressant, c'était aussi assez rapidement, dans ce qu'il a pu nous expliquer, il redoutait évidemment que la communauté musulmane ne devienne une cible, puisqu'évidemment, il pourrait venir à l'idée de certains que les dingues du Bataclan seraient les mêmes que nos voisins citoyens brestois de confession musulmane. Donc évidemment, il y avait aussi cette crainte au sein de la communauté musulmane d'être assimilé à ces gens. Et il m'avait dit, samedi, il m'a dit j'ai gardé de l'après Charlie des cœurs qui avaient été accrochés, une guirlande de cœurs, partage ton cœur, pas d'amalgame, qui avait été accrochée sur la mosquée. Je l'ai gardé dans mon bureau un peu comme un talisman. Et fait étonnant, dimanche matin, alors qu'il arrive, pareil, à 6h30 à la mosquée, rebelote, redécœur. La banderole, une nouvelle banderole a été mise. Et voilà, il était aussi heureux de nous dire que ce geste de fraternité, peut-être c'est un voisin, peut-être c'est... peu importe, finalement a été très touché, et lui et ses fidèles, bien entendu. Alors, et puis l'imam de la mosquée de Pont-à-Nézen à Brest a également réagi, Anne-Cécile. Oui, alors en effet, on sait qu'à Brest, il y a 2 mosquées. Il y a la mosquée, entre guillemets, historique, qui est rue Victor Pingam, en centre-ville. Et puis, il y a la mosquée Sunna, dont on sait que l'imam Rachid Abou Deifa a fait récemment parler de lui pour certains propos, notamment sur la musique, etc. Et lui également, dès samedi matin, d'abord sur un message sur sa page Facebook, puis après via une vidéo qu'il a postée. Il est très actif sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, où il poste très régulièrement des vidéos, que ce soit ses sermons ou autres. Il a absolument, complètement, fermement condamné. Et non seulement, c'était pas une condamnation dans l'émotion, c'était aussi une condamnation en allant chercher dans le texte sacré de l'islam les sourates, les versets, et en les exposant et en les donnant à réfléchir, à méditer à ses fidèles. Voilà. Un mot pour terminer, Anne-Cécile. Le gouvernement va condamner certains imams de mosquées radicalisés. On ne parle pas pour l'instant de la mosquée de Brest. Non, effectivement, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont affiché leur volonté
de couper l'herbe des prédicateurs trop radicaux. Dans l'immédiat, c'est une annonce. J'imagine que ces dossiers-là vont être traités et vont prendre du temps. Pour l'instant, Brest n'est pas plus que d'autres dans le viseur. Rappelons en tout cas que l'imam de la mosquée Sunna est français et que la France, jusqu'à présent, n'expulse pas ses ressortissants ailleurs. Et encore une fois, au vu de ces dernières déclarations qui sont sans ambiguïté pour condamner cette barbarie, il n'apparaît pas comme quelqu'un qui cautionne, loin de là. C'est toute l'ambiguïté de ce personnage, qui est certes fondamentaliste dans sa lecture de l'islam, qui est un islam intégral, mais qui est à la fois tout à fait quiétiste. Dans sa façon d'être et de condamner ses actes. Merci beaucoup Anne-Cécile Juillet. Un plan d'urgence a été mis en place sur le territoire français. Qu'est-ce que cela implique dans le Finistère? Le préfet du département y répondait samedi au micro de Christophe Boucher. Les contrôles aux frontières, c'est-à-dire pour nous l'aéroport de Brest-Bretagne et le port de Roscoff, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Et par ailleurs, comme sur tout le territoire national, les voyages scolaires ont été supprimés ou différés. La vraie clé pour moi, c'est qu'il convient de ne pas distraire les forces de police et de gendarmerie de leur mission essentielle de sécurisation des populations dans notre département du Finistère. Aussi, les manifestations au sens large, quelles qu'elles soient, qui pouvaient être prévues dans les jours qui viennent et qui auraient supposé la présence de policiers ou de gendarmes, si elles peuvent être différées, ce serait une bonne chose. Et puis des manifestations prévues de longue date ont pris une autre dimension ce week-end. Comme à Landivisiau, où une vingtaine de collectifs étaient dans les rues samedi pour protester contre le projet de centrale à gaz. Au lendemain de la vague d'attentats à Paris, l'ambiance était à la protestation, bien sûr, mais aussi au recueillement et à la solidarité pour les 2000 personnes présentes. Camille Pochet. Du collectif Non à la centrale de Landivisiau au collectif Gaspard, en passant par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, une vingtaine de groupes sont au rendez-vous à Landivisiau ce samedi en début d'après-midi. L'atmosphère est à la confusion mêlée de détermination après les attentats perpétrés à Paris dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. Après discussion, les organisateurs décident de maintenir la manifestation contre la construction d'une centrale à gaz à Landivisiau et contre des projets dits inutiles. On a été atterrés ce matin par ce qui s'est passé durant cette nuit à Paris. Donc la décision a été difficile à prendre et effectivement ce matin on a beaucoup discuté entre nous. Face à ces événements, on ne doit pas donner raison à ce terrorisme et continuer à lutter pour ce en quoi on croit. Certains viennent sans banderole et marchent en silence quand d'autres font plus de bruit. Le discours, lui, est sensiblement le même pour tous. La vie continue et leur lutte également. Je suis là pour dire que je suis pas d'accord avec le projet de Landivisiau, je suis pas d'accord avec le projet de Notre-Dame-des-Landes, je suis pas d'accord avec ce modèle de société. Ce qui s'est passé à Paris, on le subit. Moi je suis là pour maintenir ce que je pense et mes convictions. Et voilà, je suis solidaire, très solidaire de ce qui se passe, mais c'est deux choses différentes. Là, je suis sur le combat de Landivisiau, de Notre-Dame-des-Landes et les autres combats inutiles. Comme tout le monde, on est endeuillé, parce que c'est la liberté qui est touchée. Mais aujourd'hui aussi, c'est la liberté de s'exprimer qu'on maintient et qu'on exprime aujourd'hui. On était décidé à venir avant, donc même si on est solidaire avec les Parisiens, on est là aujourd'hui contre la centrale de Landivisiau. La manifestation a réuni quelques 2000 personnes à Landivisiau ce samedi. Et côté politique, la campagne des élections régionales est en suspens. Côté culturel, certaines salles de spectacle prennent l'initiative de modifier leur programme. Ce samedi, le Quartz à Brest a pourtant maintenu la soirée anniversaire des 30 ans du Festival du film court. Sur place, des contrôles de sécurité étaient menés à l'entrée, comme l'explique Camille Pochet dans son reportage. Ce samedi soir, au Quartz à Brest, l'émotion est palpable. Après les attaques de la veille à Paris, le monde culturel est en deuil. Pourtant, les projections prévues sont maintenues, tout comme les ateliers menés dans le cadre du Festival du film court de Brest. Des mesures de sécurité ont été prises à l'entrée de la salle de spectacle, tout comme dans de nombreux lieux culturels dans le Finistère. On est en contact avec la préfecture
Donc il est décidé que les lieux peuvent être ouverts, ce que nous faisons, avec un contrôle renforcé, et puis nous nous adaptons évidemment à la situation comme elle arrive. On essaie de garder la belle ambiance du festival, même si j'avoue quand même que la journée est très très particulière ici. Des vigiles vérifient le contenu des sacs des spectateurs. Je trouve ça normal qu'il y ait un renforcement de la sécurité. C'est pas que ça me rassure spécifiquement, parce que j'étais pas inquiète dès le départ, mais effectivement ça fait quand même plaisir de se retrouver avec des gens et partager des bons moments avec d'autres personnes. Le public est au rendez-vous, même si ce samedi matin, la fréquentation du festival du film court était moins importante que les autres jours. Pour les spectateurs, un seul mot d'ordre, continuer à venir, à sortir et encourager les manifestations culturelles. Il ne faut pas se laisser terrifier, même si je suis un peu terrorisée, parce que voilà, j'habite Paris et c'est très très dur. J'ai des amis d'amis qui sont touchés, donc forcément on y pense tous. Mais il faut être là, il faut continuer. Et le festival du film court, c'est vraiment très bien, donc il ne faut pas continuer à encourager ce festival-là. Contrairement aux Côtes d'Armor où toutes les manifestations culturelles étaient annulées, dans le Finistère, ce week-end, la plupart des spectacles étaient maintenus. Un drame avec lequel les adultes ont parfois du mal à trouver les mots justes pour l'expliquer aux enfants, à l'école ou à la maison. Comment répondre aux questions des plus jeunes sur les attentats de vendredi? On en parle tout de suite avec nos invités. Sylvie Hamon, vous êtes donc la principale du collège Saint-Paul-Roux à Brest. À vos côtés, France Marchand, vous êtes psychologue clinicienne. Sylvie, dans quel état d'esprit sont arrivés ce matin les collégiens dans votre établissement? Bien dans l'émotion, bien évidemment, les personnels aussi, mais malgré tout une forme de sérénité pour les adultes, puisque chacun savait ce qu'il avait à faire. Nous avions tout au long du week-end reçu les directives, les circulaires, les outils émanant du ministère, du rectorat et de la direction académique. Nous-mêmes, nous avons travaillé avec ma CPE Françoise Ozakier après-midi au collège, envoyé des mails aux parents, donc chacun savait ce qu'il avait à faire et dans ces cas-là, ça aide. Alors, est-ce que vous avez mis en place des temps de parole bien avant la minute de silence? Tout à fait, dès 8 h ce matin, quand les élèves sont arrivés, donc ils ont été pris en charge selon leur emploi du temps habituel, suivant leur âge, suivant la discipline, donc ce qui a été proposé différait, en fonction aussi de ce que chacun avait besoin ou envie de dire. Donc on s'est adapté heure par heure et cas par cas. Vous leur avez laissé le choix de chanter la Marseillaise dans l'après-midi. Oui. Expliquez-nous un peu pourquoi et de quelle façon ça se fait. Autant le temps de la minute de silence s'imposait à tous, autant nous avons souhaité avec ma CPE aller un petit peu plus loin parce que nous étions mûrs pour cela. Et j'ai donc réuni tous les élèves délégués de classe à 10 h pour leur proposer un deuxième temps de regroupement cet après-midi, s'ils le souhaitaient. Uniquement s'ils le souhaitaient, pour chanter ensemble la Marseillaise. Je n'ai pas voulu l'imposer parce qu'il me semblait important qu'ils s'approprient par leur choix, par leur décision, ce moment-là. Donc à midi, ils m'ont informé qu'ils étaient tous d'accord, parce que moi j'avais dit c'est tout le collège ou c'est personne, donc tout le collège m'a dit oui. On s'est retrouvés à 15 h 30 pour un grand moment d'émotion, parce qu'autant le silence est porteur d'émotion, mais quand tout un collège chante la Marseillaise, c'est aussi véritablement poignant. Quelles étaient les questions qui revenaient le plus souvent dans les échanges avec les élèves? En fait, tout dépend de l'âge des élèves. Ce qu'on a pu constater chez les plus petits, les 6e, où il y a vraiment de l'émotion, de la peur, des larmes. Donc, ils ont besoin de parler de ce qu'ils ont vécu pendant tout le week-end à la maison, que ce soit via les images ou via l'angoisse parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre telle ou telle personne. Les 3e, c'est autre chose. Ils ont vraiment besoin de comprendre. Donc, ils ont plus travaillé sur des définitions. Qu'est-ce que le terrorisme? Qu'est-ce que Daesh, etc. France Marchand, justement, à la maison, à partir de quel âge on peut en parler avec ses petits? Moi, je crois que c'est les petits qui vont en parler avant les parents parce qu'ils sentent tout à fait une atmosphère tout à fait particulière au sein de la maison. J'espère que pour beaucoup, on a pu les préserver des images, mais pas forcément. Et vers 4-5 ans, les premières questions vont être là. Des questions toutes simples. Pourquoi il y a des méchants dans la rue? Pourquoi il y a des gens par terre? Voilà, qu'est-ce qu'on leur répond à ça? Pourquoi il y a des méchants? Qui sont les méchants? Eh bien, on leur répond tout simplement avec des mots, dire que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours prévoir et que là, effectivement, des méchants sont venus pour frapper des gens qui n'avaient rien demandé, qui n'avaient rien fait et que on est vigilants, nous les adultes, pour faire que la sécurité soit au maximum autour d'eux, mais que parfois il y a des failles.
Vous parliez des images tout à l'heure, Sylvie. France, il faut préserver des images, au moins les plus jeunes. Bien sûr, c'est évident. Mais les adolescents ont accès, et très jeunes, les préados, via les réseaux sociaux. On a vu sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment submergé d'images. Comment gérer ça alors à la maison, puis on va le voir à l'école? C'est la réalité dans laquelle on est plongé tout d'un coup. On n'est plus dans un jeu vidéo. Et là, je pense que nos jeunes ont tout à fait fait la différence. Et de se rendre compte que l'insécurité peut entrer chez n'importe qui à n'importe quel moment, c'est ça qui est très choquant. C'est ces cadres de sécurité qu'on a pu bâtir en tant que parents, enseignants, accompagnateurs d'enfants pendant toute leur petite enfance, c'est mis à mal alors qu'on faisait rien, on était dans un resto, on était un spectacle. Donc il faut réassurer ces enfants, les écouter, leur répondre simplement avec des mots très simples. Les enfants n'ont pas besoin de grandes phrases, surtout quand ils sont plus jeunes, quand ils ont 7, 8 ans. Dire qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, il y a des choses qui ne sont pas normales, qui se sont passées, mais nous, on est là pour t'aider, on est là pour répondre à tes questions, on est là pour te rassurer. Et ça va durer l'espace de quelques instants, ils vont passer à autre chose, puis ils reviendront vous demander. Ça ne peut pas créer des sentiments d'angoisse plus longs chez certains? Si, bien sûr, chez des enfants déjà avec des soucis, avec des instabilités émotionnelles, bien sûr. Et c'est cela que je rencontrerai, que mes collègues rencontreront dans quelques temps, pas tout de suite. Pour l'instant, les parents, les institutions scolaires font tout à fait leur travail. D'ailleurs, Sylvie, vous aviez, avec l'aide de votre infirmière scolaire aujourd'hui, accueilli certains qui en avaient besoin. Tout à fait. Je tiens à saluer d'ailleurs le grand professionnalisme de tous les adultes et le sang-froid aussi de tous les adultes qui ont accueilli dans l'établissement les élèves aujourd'hui. Parmi eux, effectivement, l'infirmière scolaire. Donc sur 290 élèves, 5 ont nécessité une prise en charge individualisée. Et donc pour faire écho, effectivement, une élève de 6e qui a visionné sur les réseaux sociaux des images violentes, seule dans sa chambre, donc qui a été accueillie par l'infirmière. Il y avait un problème clairement à la maison. Enfin, vous avez du coup pu en parler aux parents. En fait, l'infirmière a appelé les parents pour les informer tout d'abord et les alerter, les mettre en garde pour éviter que ce genre de choses se reproduisent, parce qu'aujourd'hui c'est des attentats, demain ça peut être autre chose. Donc pour éviter qu'une enfant de 11 ans ne se retrouve seule face à ces images-là. Est-ce que les enfants peuvent trouver à l'école des réponses à leurs questions avec les échanges avec le personnel enseignant qu'ils n'auraient pas pu trouver chez eux? On l'espère. Après, c'est vrai qu'à la maison, on est dans l'affect, dans l'inquiétude par rapport à tel ou tel proche. Après, au collège, on est dans une prise en charge beaucoup plus professionnelle, ce qui ne nous empêche pas aussi d'avoir de l'affect dans ces événements dramatiques. Mais on travaille nous beaucoup sur tout ce qui est cyberviolence. Donc par rapport à ça, c'est pas la première fois qu'on en parle. Donc on est outillés, on va dire, pour aider les élèves. Et répondre à leurs questions. Un conseil par rapport aux réseaux sociaux, aux images à donner aux parents, France, pour rassurer, pour protéger? On ne peut pas être derrière chaque enfant. Moi, je trouve déjà très bien que les enfants posent des questions. Il faut continuer à susciter cette curiosité. On ne peut pas non plus les élever dans un monde de bisounours. On sait que la réalité, elle est là. Il ne faut pas l'occulter, mais préservons-les au maximum d'images choquantes, c'est clair. Il faut parler. De toute façon, absolument parler et les orienter vers des professionnels comme vous, si besoin. Si besoin, mais ça sera plus tard, plus tard. Il y a un suivi à faire dans les prochains mois. Oui, tout à fait, parce que le traumatisme va se réveiller pour certains rapidement ou plus tard. Et le plus tard, c'est à l'occasion de quelque chose d'anodin. L'enfant va prendre conscience qu'il est passé à côté de quelque chose d'important. Ça va réveiller en lui des angoisses. Et c'est là qu'il faut intervenir. Mais c'est pas systématique. Il n'y a pas une intervention systématique à faire, effectivement. L'école fait très bien son travail pour ça. Et l'école suivra aussi dans les prochains mois. Mais c'est vrai que la première réaction, c'est déjà de faire parler, mais aussi de mettre les élèves en action pour qu'ils fassent quelque chose. Et le fait de leur proposer aujourd'hui de chanter ensemble, eh bien, ça les a occupés une bonne partie de la journée, à réfléchir à leurs décisions. Après, ils ont révisé les paroles, etc. Donc, ils étaient dans une forme d'action et ça les soulage en général. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de l'Instant T. Avant de se quitter, on note l'annulation des rencontres sportives ce week-end par les fédérations françaises de basket, de volley, de hockey sur glace notamment. Des contrôles ont été renforcés à l'entrée des enceintes sportives. Alors, c'était notamment le cas à Brest Arena samedi soir pour le match de handball. Partout, les sportifs ont observé 1 minute de silence avant les rencontres, comme on le voit sur les images. Les tribunes étaient moins remplies qu'à l'accoutumée. Il y régnait une ambiance assez pesante. Pour beaucoup, la nuit a été courte et le cœur n'y était pas vraiment. Alors Ludovic Jean reviendra en détail sur ce week-end sportif perturbé dans le Finistère. Ce sera dans l'émission Multisport cette semaine. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.